Le soir, nous jouions plus au vin étendu. L'interrompit pour l'avoir porté trop haut, ce qui avait paru déplaire à l'empereur fort ennemi du jeu. Au retour de sa promenade sur le pont après le dîner, Napoléon faisait encore deux ou trois parties d'échecs et se retirait de très bonne heure. Dimanche 27 ou jeudi 31, le dimanche 27, nous nous trouvâmes au jour au milieu des Canaries, que nous traversâmes dans la journée faisant 10 ou 12 nœuds de 3 ou 4 lieues sans avoir aperçu la fameuse pic de Tenerife, circonstance d'autant plus rare qu'on le voit dans des temps plus favorables à la distance de plus de 60 lieues. Le 29, nous traversâmes le tropique, nous apercevions beaucoup de poissons volant autour du vaisseau. Le 31, à 11 heures du soir, un homme tomba à la mer. C'était un nègre qui s'était enivré et redoutait les coups des fouets qui devions être le châtiment de sa faute. Il avait essayé plusieurs fois dans la soirée de se jeter à la mer. Dans une dernière tentative, il réussit à s'y précipiter, mais il s'en répondit aussitôt, car il poussait les grands cris. Il nageait très bien, cependant, au canot le chercha vainement longtemps. Il fut perdu. Les cris d'un homme à la mer a toujours à bord d'un vaisseau quelque chose qui saisit tout l'équipage et mousse se transporte et s'agite en tous sens. Les bruits est grand, les mouvements universels. Comme sont cette circonstance, je me rendais dessus le pont à la chambre commune par la porte qui conduisait vers l'empereur. Un midshipman aspirant de 10 ou 12 ans, d'une figure tout à fait intéressante qui croyait que je l'ai trouvé. L'empereur me un peu l'habit et avec l'accent des plus tendres intérêts. Ah, monsieur, mais dit-il, n'allez pas l'effrayer, dites-lui bien au moins que tout ce bruit n'est rien, que ce n'est qu'un homme à la mer. Bon, un innocent enfant qui rendait bien plus les sentiments que sa pensée. En général, tous ces jeunes gens qui étaient en assez grand nombre à bord portaient l'empereur un respect et une attention tout fait marquée. Ils répétaient tous les soirs une scène qui imprimait chaque fois quelque chose de touchant. Tous les matelots, les grands matin, portant-le un mac dans les ranviers, sont les côtés du vaisseau le soir vers les 6 heures. Il les enlèvements à une coupe de sifflets, les plus sont punis. Il y a donc une véritable précipitation. Oh, il y avait plaisir de cet instant de voir 5 ou 6 des enfants faire cercle autour de l'empereur, soit qu'il fût un milieu de point ou sur son canon de prédilection. D'un côté, il surveillant d'un œil inquiet ces mouvements de outre les arrêtant, dirigeant en refusant du geste et de la voix. Les matelots ont présé toutes les fois que l'empereur me voyait considérer ces mouvements. Il observait avec complaisance que le cœur des enfants était toujours le plus disposé à l'enthousiasme. Bah, je vais continuer ce que divers moments m'ont fourni sur les premières années de l'empereur. Napoléon est né le 15 août 1769, jour de l'Assomption, vers midi. Sa mère, femme forte au moral et au physique, qui avait fait la guerre grosse, lui voulut aller à la messe à cause de la solennité du jour. Elle fut obligée de revenir en toute hâte. Ne put
étendre sa chambre à coucher et posa son enfant sur un de ces vieux tapis antiques à grande figure de ces héros de la fable ou de l'Iliade, peut-être. C'était Napoléon. Napoléon, dans sa toute petite enfance, était turbulent, à droite, vif, presque à l'extrême. Il avait dit sur Joseph son année, en ascendant des plus complets. Celui-ci était battu, mordu. Des plaintes étaient déjà portées à la mer grondait que le pauvre Joseph n'avait pas encore en le temps d'ouvrir la bouche. Napoléon arriva à l'école militaire de Brienne à l'âge d'environ 10 ans. Ce nom, que accent corse lui faisait prononcer un peu de napoléonais, lui valut des camarades de sobriquet le paillonnet. Cette époque fut, pour Napoléon, celle d'un changement dans son caractère au rebours de toutes les histoires apocryphes qui ont donné les anecdotes de sa vie. Napoléon fut un brillant, doux, tranquille, appliqué et d'une grande sensibilité. Un jour, maître de quartier brutal de sa nature, sans consulter des Napoléon, les nuances physiques et morales de l'enfant, le condamna à porter l'habit de pur et de dîner à genoux à la pure du réfectoire. C'était une espèce de dishonneur. Napoléon avait beaucoup de mots propres, en grande fierté antérieure. Le moment de l'exécution fut celui d'un vomissement subit et d'une violente attaque de nerfs. Le supérieur, qui passait par hasard, l'arracha au supplice en condamnant le maître de son peu de discernement et le père Patron. Son professeur de mathématiques accourut se plaignant que son égard on dégrada ainsi son premier mathématicien. À l'âge de puberté, Napoléon devint morose, sombre. La lecture fut pour lui une espèce de passion poussée jusqu'à la rage. Il dévorait tous les livres. Pichegru fut son maître de quartier et son répétiteur sur les 4 règles de l'arithmétique. Pichegru était de la Franche-Comté et d'une famille de cultivateurs. Les minimes des Champagne-Avion étaient chargés de l'école militaire de Brienne. Leur pauvreté et leur peu de ressources attirant peu de sujets parmi eux, faisions qu'ils ne pouvaient suffire, ils auront recours aux minimes de Franche-Comté. La père Petro fut un de ceux-ci. Une tante de Pichegru de la Charité le suivit pour avoir son de l'infirmerie à Mion avec elle son neveu, jeune enfant auquel on donna gratuitement l'éducation des élèves, Pichegru doué d'une grande intelligence devint aussitôt que son âge le permit maître de quartier et répétiteur du père Patron, qui lui avait enseigné les mathématiques. Il songeait à se faire minime. C'était là toute son ambition, les idées de sa tante, mais le père Patron le dissuada en lui disant que leur profession n'était plus de siècle et que Pichegru devait songer à quelque chose de mieux. Elle porta son relais dans l'artillerie où la Révolution les prit sous-officier. On connaît sa fortune militaire, c'est la conquérante de la Hollande. Ainsi, la père Patron, à la gloire des comtes. Parmi s'élèvent les 2 plus grands généraux de la France moderne. Plus tard, ce père Patron fut sécularisé par M. de Brienne, archevêque de Sens et cardinal de Lomini, qui en fit un de ses grands vicaires. Elle lui confia la gestion de son
nombreux bénéfices. Lors de la Révolution, le père patron, d'une opinion politique bien opposée à ce maître, n'en fit pas moins les plus grands efforts pour le sauver et s'entremit à ce sujet avec Danton, qui était du voisinage, mais ce fut inutilement, et l'on croit qu'il rendit au cardinal le service à la manière des anciens, de lui procurer la boisson dont il se donna la main pour éviter le chauffe-eau. Madame de Loménie, nièce du cardinal, avant de mourir par le tribunal révolutionnaire, confia au père patron ses deux filles. Encore en bas âge, le moment de la terreur passé, Madame de Brienne, leur tante qui avait échappé à la tempête et conservé encore une grande fortune, les redemanda au père patron qui le refusa longtemps, cependant ce que leur mère lui avait recommandé d'en faire des paysannes. Il avait la coupable pensée d'exécuter à la lettre ses paroles figuratives en les mariant à deux de ses neveux. J'étais alors, disait Napoléon, général de l'armée de l'intérieur, je fus l'entremetteur de la restitution de ces deux enfants. Non sans peine, pas trop résister pour tous les moyens du temps, ce sont celles que vous avez convenues depuis sous le nom de Madame de Marnisia et la belle Madame de Canessy, duchesse de Vicence. Le père patron, s'étant réclamé de son ancien élève, le suivait à l'armée d'Italie, où il se montra plus propre à calculer les courbes des projectiles quand on prévait les effets à Montenotte, à Missimo, à Dego, il fit voir les poltronneries dont, enfant, il ne passait pas tant de combats à prier à la façon de Moise, mais bien à pleurer. Le général en chef, les Laston, administration des domaines à Milan, il fit de bonnes affaires. Au retour de l'Égypte, il vint se présenter à Napoléon. Ce n'était plus une petite minime de Champagne, mais grosse et grâce financière possédant plus d'1 million. À 2 ans de là, il vint trouver premier consul à la maison. Il était chétif des faux, mais vêtu. Qu'est-ce lui dit le consul? Vous voyez un homme ruiné qui n'a plus rien au monde. Comment? Oui, de malheur inouï. Le premier consul voulait vérifier par les voies de la police et il trouva que le père patron avait fait le commerce des liseurs. Second calculateur avec tout perdu par des banqueroute en prêtant la petite semaine. J'ai déjà payé ma dette, dit le premier consul en le revoyant. Je peux plus désormais rien pour vous. Je ne sais faire de 2 fois la fortune d'un homme. Est-il se content de lui faire donner une petite pension nécessaire à ses besoins? Napoléon ne conservait qu'une idée. Fou de Pichegru. Il lui restait qu'il était grand et avait quelque chose de rouge dans la figure. Il n'en était pas ainsi, ce qu'il paraît, de Pichegru, qui semblait avoir conservé des souvenirs frappants de jeune Napoléon. Quand Pichegru se fut livré au parti royaliste, consulté si l'on ne pourrait pas aller jusqu'au général en chef de l'armée d'Italie. N'y perdez pas votre temps, dit-il. Je l'ai connu dans son enfance. Ce doit être un caractère inflexible. Il a pris un parti. Il n'en changera pas.